Oui, alors rebonjour tout le monde. L'heure est maintenant venue de discuter de ce panel qui nous permettra d'avoir les commentaires, les impressions, les expériences de gens qui sont tous, de par leur organisation, mêlés, intéressés, engagés dans cette question de la pénurie de main-d'œuvre. Je vous présente donc Frédéric Véraud, qui est président du Conseil régional partenaire de marché du travail pour la baie James. À côté, vous avez Charles Milliard. C'est écrit René Vézina, mais il y a erreur sur la personne puisqu'il s'agit de Charles, qui est président de la Fédération, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vous parlais un peu plus tôt de ce communiqué conjoint pour contrer les pénuries de main-d'œuvre. Et Mme Marilyn Gravel, qui est conseillère en développement à l'administration régionale baie James. On attend toujours de voir si M. Marc Hardy, de la SADC, barreau de Saint-Pierre-Quévillon, peut se joindre à nous. Vous savez, dans les trucs hybrides, il y a ce genre de surprise par moment. Alors, je vous demanderai d'entrée de jeu, puisque Frédéric, il faudra ouvrir votre micro, de simplement prendre quelques minutes pour vous présenter qui vous êtes, ce que vous faites, et simplement pour bien cadrer la discussion. Donc, Frédéric, à vous de partir le bal. Merci, M. Vézina. Alors, oui, Frédéric Véraud, je suis ici avec mes deux chapeaux, celui de directeur exécutif du développement corporatif de Chantier Chibougamau, naturellement, qui est le plus important employeur privé de toute la région nord du Québec avec ses activités à Chibougamau et à Lebel-sur-Quévillon, et également celui de président du Conseil régional des partenaires du marché du travail, le CRPMT de la baie James. C'est une structure qui accompagne Service Québec, comme il y en a dans chacune des régions administratives. Je siège sur ce conseil depuis 2006, depuis qu'il a été mis en place dans la région nord du Québec, et je le préside depuis 2 ans. Et dans les derniers mois, de concert avec nos partenaires, des élus régionaux à la RBJ, on s'est retroussé les manches puisqu'on était dans un cul-de-sac assez inédit dans cette réalité pan-québécoise de pénurie de main-d'œuvre. Et bien, chez nous, c'est une pénurie d'humains à laquelle on fait face. Donc, voilà les repères avec lesquels je me retrouve devant vous aujourd'hui. Pouvez-vous détailler un peu pour les gens qui s'y connaissent moins bien ce qu'est une commission des partenaires des marchés du travail? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Rapidement. Absolument. Donc, Service Québec, depuis quelques décennies, donc Service Québec, c'est l'interface entre le gouvernement du Québec et les employeurs, les acteurs du marché du travail pour le développement des compétences, la formation en entreprise, pour l'accompagnement des centres de formation, toute l'adéquation, dans le fond, entre l'offre de formation au Québec et les besoins du marché du travail par le biais de services professionnels, d'aide financière. Donc, Service Québec est ce partenaire du marché du travail. Et chacune des régions administratives, donc, du Québec a un conseil régional des partenaires du marché du travail. C'est une instance qui est paritaire, sur laquelle on trouve 6 représentants du milieu patronal, 6 représentants du milieu syndical et 6 du milieu de l'éducation et du milieu communautaire, auquel se greffe un bon nombre d'observateurs, de partenaires, de représentants des communautés autochtones dans la réalité du nord du Québec et nos spécificités. Et tout ça fait partie d'un grand ensemble qui est la Commission des partenaires du marché du travail, qui, elle, a une structure pas mal similaire et qui joue un rôle aussi similaire, mais à l'échelle du Québec. Donc, alimenté par ce que les régions peuvent apporter comme rétroaction, parce que des conseils, des comités sectoriels, donc dans la foresterie, dans la métallurgie, dans le tourisme, peuvent apporter comme rétroaction. La grande commission est l'interlocuteur, dans le fond, du ministre, dans ce cas-ci, du travail, de l'emploi et de la solidarité, c'est ça, M. Boulay. Et Charles Milliard-Sauferrand siège à la commission des partenaires du marché du travail. Donc, on se réunit plusieurs fois par année, plan d'action régional qui dicte, qui oriente et qui établit les priorités pour l'équipe de Service Québec. Donc, ce ne sont pas des fonctionnaires qui travaillent dans une bulle, dans un bureau administratif. C'est vraiment des fonctionnaires qui sont à l'écoute, qui nourrissent aussi les perspectives des acteurs du marché du travail que nous sommes. Alors, c'est très effervescent, très dynamique. Et dans le contexte actuel de défis de main-d'œuvre, comme on le vit partout au Québec, mais avec toutes les spécificités, la sensibilité, la fragilité ou la vulnérabilité du nord du Québec, c'est une instance qui prend tout son sens. Bon, voilà. Alors, vous avez les deux mains dedans. Ça va vous donner plusieurs flèches, enfin, à votre arc pour essayer de trouver les bonnes cibles. Et on va y revenir. Charles Milliard de la Fédération des chambres de commerce du Québec.
d'abord, l'ampleur de la fédération, d'abord, et où vous êtes actif de façon générale. On commence à vous connaître, on vous a vu souvent, mais quand même, pouvez-vous y revenir, s'il vous plaît? Oui, alors ben merci René pour l'invitation. Vous me voyez souvent, j'espère que vous n'êtes pas déjà tanné de me voir. Ceci étant dit, la Fédération, c'est effectivement une organisation qui a déjà 112 ans, hein, qui représente tout le tissu commercial et entrepreneurial au Québec depuis tout ce temps-là. C'est 125 chambres de commerce qui sont affiliées à la Fédération, mais c'est aussi une chambre de commerce provinciale avec près de 1200, 1300 membres corporatifs. Alors, dans le fond, on est basé à Montréal, mais on se préoccupe de tous les secteurs d'activité de toutes les régions du Québec. Je vous dirais qu'on a même un parti pris pour les enjeux qui sont justement régionaux au Québec. Alors, la question de la pénurie de main-d'œuvre, puis René, tu en as fait mention dans une autre présentation, c'est pas compliqué. Sur 10 téléphones de membres qu'on reçoit, il y en a 9 qui portent là-dessus. Puis le 10e, c'est un mauvais numéro. Alors, les gens ne nous parlent que de ça en ce moment. C'est le principal frein. Hein. On disait que c'était la COVID était un frein, évidemment, au développement économique, mais là, on se rend compte que le fait qu'il manque, que le bassin démographique au Québec est trop peu nombreux, ça, c'est le frein principal à la relance ou au développement chez nous. Alors, euh, on en a fait mention, vous avez vu ça dans les journaux ce week-end probablement. On a fait une sortie commune avec d'autres associations patronales et l'Union des municipalités du Québec pour sonner l'alarme et demander qu'il y ait des mesures qui soient mises en place lors de la mise à jour budgétaire du ministre Girard la semaine prochaine. Alors, il y a plusieurs, on va sûrement pouvoir en discuter, là, je ne veux pas tout dire maintenant, mais il y a plusieurs leviers. Mais ce qui est important, c'est que d'arrêter de croire qu'il y a un levier qui va régler toute l'affaire. Ça, c'est important, parce qu'il y a des gens qui espèrent encore des solutions miracles, ça n'existe pas. Deuxièmement, de travailler sur tous les leviers en parallèle. Et c'est cette espèce de complémentarité-là qui va faire en sorte qu'on va peut-être s'en sortir un peu mieux que nos voisins à qui on aime beaucoup se comparer ou à d'autres pays. Alors, cette situation-là, elle est vraie au centre-ville de Montréal dans des restaurants. Je disais l'autre fois à la blague, mais c'est pas une blague, qu'un nouveau sport national à Montréal, c'est se trouver une réservation de restaurant. Hein. Des fois, il faut se prendre 2 à 3 semaines d'avance parce que on donne congé aux cuisiniers à certains jours où on ferme le midi. Alors, honnêtement, là, moi, j'avais jamais vécu ça de ma vie jusqu'à présent. Et c'est la même chose dans des régions éloignées ou dans des régions qui sont plus reliées aux ressources naturelles, entre autres. Donc, on a ce manque-là d'expertise aussi. Et la part d'immigration joue un rôle important, mais souvent, les personnes immigrantes arrivent d'emblée à Montréal. Alors, on pourra en parler là, dans les prochaines minutes, mais disons que malheureusement, on n'a pas fini d'en parler, mais que si on pose des petits gestes ici et là, je pense qu'on a la recette. Il faut acheter les ingrédients puis faire la recette, mais je pense qu'on connaît un peu la recette pour essayer d'améliorer la situation. Merci. Puis, quand on dit que c'est le cas à Montréal, moi, je ne suis pas allé en Abitibi, mais cet été, je suis retourné en Gaspésie. Et c'était le cas. Des restaurants qui n'ouvraient que compter du mercredi, qui fermaient tôt, qui refusaient des réservations, faute de personnel. Puis ça, c'est pour les restaurants. Alors, on imagine tout le reste. Il y a des entreprises qui refusent des contrats parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas les honorer. Et là, on tourne en rond avec ça. Et d'ailleurs, je rappelle très rapidement le communiqué, là, vous disiez d'ailleurs, et je le cite, dans les mesures qui étaient proposées au gouvernement, encourager et accélérer par un ensemble de mesures ciblées le rapprochement des personnes éloignées du marché de l'emploi, c'est-à-dire notamment les femmes, les travailleuses, les travailleurs expérimentés, les Premières Nations, etc. Puis, enfin, l'ensemble des gens, mais en même temps, de travailler à une stratégie de régionalisation de l'immigration. Donc, c'est un peu tout ça, là, assez pour que 6 entreprises, organisations nationales montent au front. On y reviendra. Madame Marilyn Gravel, donc, vous êtes à l'administration régionale de l'Abbé James. Dites-nous en quelques mots, s'il vous plaît, à votre tour. Bien sûr, avec plaisir. En fait, l'administration régionale Baie James intervient au bénéfice des Jamésiens pour toute question qui est relative au développement régional, puis pour identifier des solutions, les solutions les plus appropriées à la région. Dans le fond, à ce titre, c'est l'interlocutrice privilégiée du gouvernement du Québec. Et l'administration régionale Baie James est en fait administrée par tous les élus de toutes les communautés jamésiennes sur le territoire. Donc, en fait, la RBJ, on va soutenir la concertation des partenaires, on va établir des ententes avec les ministères, les organismes gouvernementaux, tout ça en vue d'exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la mise en œuvre des priorités régionales.
puis pouvoir adapter, dans le fond, les actions et les programmes gouvernementaux à nos particularités. Parce que, à la baie James, il y a quand même des particularités, là, notamment avec les 3 nations sur le même territoire. Donc voilà, et pour ma part, conseillère en développement socio-économique, et j'ai comme mandat principal tout ce qui a trait à la migration, immigration, donc avec justement là, pour l'élaboration de différents plans d'action, puis pour mettre en action les priorités régionales, je m'occupe particulièrement de ces questions-là. Donc, bien, puis c'est grand, hein, votre territoire, là, il va grand. Là. Ça va quoi de Chibougamau jusqu'aux communautés Cris, puis de la baie James, vous en avez large. Et donc, le Bel-sur-Québillon en passant en même temps. Exactement. Oui, des ports de la baie James, on va avoir aussi des petites localités comme Villebois-Valcanton. On s'en va jusqu'à Radisson. On a le Bel-sur-Québillon, Chibougamau, Chapet et Matagami. Voilà, ça en fait grand. Ben justement, je vous pose la question parce qu'elle est centrale. Pourquoi, à vos yeux, est-il si important d'aller chercher du renfort dans le contexte actuel? Pour ma part, on est dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, mais on va aller plus loin que ça. Puis je pense que je vais peut-être répéter un peu ce que M. Véro a dit plus tôt. Depuis 1981, nous, notre déclin démographique est de 50 % de la population. Fait qu'on a la moitié de moins de gens qu'on avait il y a de cela 30 ans. Donc, ce n'est pas juste une rareté de main-d'œuvre donc pour les emplois, mais c'est aussi le fait qu'on n'a pas. En fait, notre région est en train de se vider. Donc, c'est un peu de renverser la vapeur. Donc, il y a plusieurs actions qui sont faites, là, entre autres parce que quand on va parler de l'accueil des immigrants ou de l'accueil de n'importe quel nouvel arrivant ici, ça va au-delà de la responsabilité des entrepreneurs, là, des entreprises. C'est toute la communauté qui se doit d'être accueillant, c'est toute la communauté qui a la responsabilité là, de faire en sorte que les gens arrivent ici et qui ont envie d'y rester. Vous savez, mais c'est intéressant parce que je donnais là, dans la conférence que j'ai présentée plus tôt une donnée du ministère de l'Emploi et de l'Immigration qui disait que la région du nord du Québec est celle qui allait connaître la plus grande poussée, bon, on met toujours Montréal à part, là, mais une des plus importantes croissances démographiques en 2021 2026. Mais ce que l'ennui, c'est qu'il y a une croissance démographique, mais en même temps, il y a une perte de gens. Il y a une migration qui est négative. Les gens quittent. Alors, vous avez du monde, mais vous en perdez en même temps. Alors, c'est un peu la quadrature du cercle. Oui. En fait, c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui sont interreliées. C'est sûr que le pouvoir d'action ne se retrouve pas à tous les niveaux. Mais effectivement, les jeunes vont aller étudier à l'extérieur de la région. Donc, il y a des efforts à être mis pour les récupérer, ces jeunes-là, les faire revenir. Puis ensuite, je pense plutôt, je parlais d'infrastructures, en tout cas peut-être avant qu'on commence à enregistrer. Donc, il faut qu'on ait des infrastructures appropriées aux besoins des personnes qui vivent ici. Et la population à la baie James est présentement vieillissante. Donc, les entrepreneurs, là, un peu la même chose. Donc, on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en vont à la retraite. Donc, on peut parler de reprise entrepreneuriale, on peut parler d'emplois aussi qui vont s'ouvrir. Et malheureusement, les aînés, généralement, vont aller dans des endroits où est-ce qu'ils vont peut-être avoir un peu plus de services là, pour la santé, où est-ce qu'ils vont se retrouver dans des grands centres. Donc, au-delà d'être attractif, parce que ça, oui, selon les statistiques, on est quand même bien situé à la baie James pour attirer les gens, pour être attractif, mais c'est effectivement en quelque part la fidélisation ou la rétention des gens qui est aussi une priorité là, à envisager. Oui, puis évidemment, ça va ensemble. Plus de gens donnent plus de services permet d'attirer plus de gens. C'est comme la saucisse à grille, là. Elle est plus fraîche parce que plus de gens en mangent et plus de gens en mangent, plus elle est fraîche. Alors, vous êtes un peu là-dedans. Oui. Charles Milliard, de votre côté, sur cette question du renfort, et en plus, vous pouvez arriver avec une perspective qui est plus large parce que vous voyez ça se présenter d'un bord à l'autre du Québec. Mais pourquoi cette importance d'aller chercher du renfort? Est-ce à dire qu'avec les moyens du bord ou les ressources disponibles, actuellement, ça ne suffit pas? En fait, la raison qu'il faut aller chercher du renfort, c'est parce que les chiffres sont têtus, puis le bassin démographique, il baisse. Donc, il baisse dans la plupart des régions, peut-être plus dans d'autres qu'ailleurs. Donc, on n'a pas le choix d'affronter cette réalité-là. Et en même temps, un autre phénomène qu'on a observé dans particulièrement les 2 dernières années, c'est des départs prématurés à la retraite. Alors, des gens qui se faisaient
un plan de match de partir dans les prochaines années, qui là, devant toute cette complexité-là et peut-être même le revenu disponible qui a augmenté suite à certaines mesures d'aide du gouvernement, se sont dit, ben tiens, pourquoi pas tirer la plug tout de suite, comme on dit, et prendre une retraite prématurée. Alors, on a vu dans les chiffres d'emploi Québec qui sont disponibles d'ailleurs via la CPMT dont parlait Frédéric, qu'il y a eu ce départ-là prématuré. Alors, moins de monde qui arrive sur le marché du travail, des seuils d'immigration bon, qui au-delà d'argumenter s'ils sont peu ou pas assez élevés, il n'y a pas eu beaucoup de dossiers traités à cause de la COVID. Et en plus de ça, on a eu des mesures d'aide qui ont éloigné les gens du marché du travail, qu'on se rappellera de la PCU, de la PCRE. Alors, tu sais, c'est des mesures qui ont eu un effet au niveau magnétique là, divergent. Tu sais. Donc, tout poussait pour qu'il y ait moins de gens qui rentrent sur le marché du travail. Alors, il y a des secteurs qui se sont très bien remis de ça, mais il y a encore des secteurs, entre autres dans l'hébergement, dans le commerce de détail, dans le tourisme, où il manque de monde, d'où mon allusion tout à l'heure sur la cuisine. Alors, il n'y a pas lieu de croire que ça soit moins pire dans une région comme la Gamésie ou l'Abitibi, bien évidemment. Donc, la part de l'immigration, on a de l'air un peu fatigant, là, les associations, de parler toujours de ça, mais c'est parce que le débat conceptuel sur d'accueillir plus de personnes immigrantes, on devrait être rendu beaucoup plus loin que ça dans notre discussion. Et ce qu'il faut discuter maintenant, c'est comment on fait une meilleure régionalisation et comment on mesure mieux l'intégration, la fameuse intégration dont tout le monde parle. Il faut être en mesure j'ai envie de dire, de l'objectiver davantage. Donc, d'arrêter de parler d'intégrer de façon un peu poétique, mais de dire qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on n'est pas capable d'intégrer plus de gens? Est-ce que c'est parce qu'il manque de place dans les services de garde en région? Est-ce que c'est parce qu'il manque de place pour les cours de français? Est-ce que c'est parce qu'il manque de logement? J'étais à La Tuque il y a 3 semaines. Il y a une entreprise que je nommerai pas qui veut accueillir 15, je crois que c'est des gens d'origine mexicaine. Et là, ils ont une entente pour avoir ces personnes-là, mais ils ne savent pas où ils vont les loger. Alors, La Tuque, c'est pas Griffintown non plus. Là. On pourrait penser qu'il y a des endroits disponibles, mais non, il n'y en a pas. Alors, il y a cette réalité-là aussi. Alors, donc, c'est plein de, pour répondre à ta question, c'est plein de forces divergentes en ce moment. Et c'est pour ça que l'immigration, ben, c'est une solution qui devrait être considérée davantage selon nous. Tout à fait. Et on va y revenir en parlant de la façon dont on pourrait agir avec les cartes disponibles pour se bien positionner. Frédéric Véro, je comprends qu'on a déjà pas mal, on en a mis sur la table, mais il reste probablement un peu d'espace pour que vous ajoutiez vos propres observations là-dessus, sur cette importance du renfort venu d'ailleurs. Puis quand on parle de renfort venu d'ailleurs, je le disais dans ma présentation, souvent, ça vient du Sud, mais ça peut venir du Sud, beaucoup plus le Sud. Et José Reyes, qui est l'organisateur du salon, d'ailleurs, qui me disait, là, ça vaut la peine de signaler qu'il y aura d'autres éditions, parce que cette question d'aller chercher du talent, elle demeure récurrente. Il y a des gens d'autres continents qui sont en train de nous regarder au moment où on parle. Donc, ils sont sensibles à ces questions-là. Et je vous demande donc à votre tour, comment pouvez-vous qualifier cette importance d'avoir des forces fraîches, si je peux dire? En fait, j'apportais des compléments aux propos des collègues pour bien faire la pédagogie de la réalité absolument inédite et méconnue du nord du Québec. Cher Milliard référait à La Tuque. La Tuque, c'est pas mal big comparé à Lebel-sur-Quévillon. C'est plusieurs fois la taille de Lebel-sur-Quévillon en termes de résilience pour la capacité d'hébergement et pour la prestation de services. Et notre spécificité, vous parliez d'étendue du territoire, M. Vézina, c'est le quart de la superficie du Québec, la région de la baie James, qui fait partie de la portion sud du Nord-Québec. Je réitère, le quart de la superficie du Québec sur laquelle on trouve quelques milliers de citoyens à peine. Donc, ce phénomène de départ hâtif à la retraite, nous, on l'a vécu comme employeur. On a une dizaine de travailleurs qui ont quitté dans les 6 mois de perturbation suivant la pandémie lorsqu'elle était annoncée en mars 2020. Ben, une dizaine de travailleurs dans un pôle démographique comme Chibougamau, qui est néanmoins la plus grande ville en termes de taille de toute la région nord du Québec, c'est une catastrophe
statistique avec des conséquences opérationnelles dramatiques. Et c'est ce regard très, très fragmenté, humain par humain, qui définit notre réalité. On parlait de PCU. La PCU, avec le recul d'une perspective pan-québécoise, c'est un phénomène qui est indéniable, l'impact que ça a eu, notamment dans la prestation de services dans le milieu commercial, dans le milieu... Je précise une chose, Frédéric, pour les gens qui ne sont pas au courant. La PCU, c'était une offre du gouvernement du Canada, une prestation canadienne, comme on l'appelait, là, pour compenser des gens qui avaient perdu leur emploi et on leur offrait de quoi subvenir à leurs besoins, mais souvent qui équivalait pratiquement au salaire qu'ils pouvaient avoir avant. Et là, ça s'est perpétué et c'était, les gens savent calculer, se demandaient, mais pourquoi j'irais travailler alors que je peux rester chez moi et avoir pratiquement le même montant? Et ça a éloigné des gens du marché du travail. Voilà, et donc dans le nord du Québec, encore là, les chiffres sont têtus. Je ne contredirai certainement pas le collègue Milliard sur la question, mais dans le nord du Québec, les chiffres de Service Québec sont sans équivoque. La PCU n'a pas eu d'effet de perturbation sur l'économie parce que la rémunération d'entrée dans le marché du travail, elle est déjà largement supérieure à ce que la PCU offre. Alors, c'est pour ça que l'inflation salariale dans le nord du Québec est déjà une chose qui s'est cristallisée il y a une belle lurette, ce qui explique donc que l'écart était tel que ce n'était pas un incitatif à demeurer à la maison. Lorsqu'on parle beaucoup, et encore là, les groupes économiques avec l'UMQ vendredi dernier, tel que vous y référiez d'entrée de jeu, parlent de requalification de la main-d'œuvre, entre autres. Mais encore là, dans le nord du Québec, on a épuisé. Ça fait longtemps, cette option de requalification de la main-d'œuvre. On est un peu, avec notre vulnérabilité démographique et notre structure démographique, le canari dans la mine des phénomènes qu'on observe ultérieurement au Québec. En ce sens qu'on voit aujourd'hui des restrictions dans des Tim Hortons, dans des magasins, dans des restaurants, donc de restauration rapide aux quatre coins du Québec, avec ça, historiquement ouvert 24 heures sur 24. Et de plus en plus, il y a des restrictions d'ouverture, faute de personnel dans la restauration rapide. Eh bien, dans le nord du Québec, il y a un Tim Hortons flambant neuf qui a été construit il y a quelques années à Chibougamau. Il n'est pas demeuré ouvert une seule année. Et voilà 4 ans qu'il est complètement fermé. C'est pas faute de clients, c'est pas faute, au contraire, d'une perspective de vitalité commerciale. Ça démontre le cul-de-sac dans lequel on se trouve et les particularités et ce côté-là où tout se manifeste chez nous plutôt, et cette requalification-là, elle est déjà chose du passé. Et on est aujourd'hui à un point de rupture. On n'est plus dans ça pose des embûches, des enjeux. On est à renoncer à des contrats comme d'autres régions peuvent l'exprimer, faute de main-d'œuvre qualifiée. Nous, on est au pied du mur et c'est l'instinct de survie qui embarque. Et lorsqu'on commence à parler ces jours-ci, c'est sain qu'on le fasse, de régionalisation de l'immigration. Eh bien, on est là depuis plus de 2 ans comme employeur. On prend le taureau par les cornes. Simplement, nous, à Chibougamau, comme employeur, on a plus de 60 travailleurs issus des Philippines qui sont désormais intégrés à la plus petite communauté, tout ça est relatif évidemment, de 7500 personnes de Chibougamau. C'est un apport démographique, un électrochoc démographique. 60 nouvelles familles issues des Philippines et on en prépare d'autres. Mais comme employeur, faute de programme, on devance nettement une initiative gouvernementale en ce sens-là. On sort nos nouvelles recrues de leur milieu de travail à partir des Philippines dans les 4 mois qui précèdent. On les rémunère. On procède à leur francisation à temps plein durant 4 mois précédant leur déménagement. Et tout ça, on le fait à nos frais. Et c'est là où on arrive dans une forme d'impasse. On peut faire ça un certain temps. Il en demeure pas moins qu'on vit dans une économie qui est mondialisée. Et déjà, nos coûts de main-d'œuvre sont 20, 30, 40 dans le nord du Québec. Donc, c'est positif. Les salaires sont 20, 30, 40 plus élevés qu'ailleurs au Québec pour se démarquer de ce que l'ensemble du milieu du travail peut offrir. Mais on ajoute à cela des charges exceptionnelles relatives à cette intégration, à cette préparation des candidats. Et là, à un certain point, on atteindra un point de rupture. On s'en va dans un mur collectivement. Et c'est là où, comme instance de concertation au CRPMT, on s'est dit, il faut jaser avec nos collègues, les élus, et avec le gouvernement du Québec, parce que le nord du Québec demeure la source de 50 de l'énergie renouvelable du Québec, de 15 de la forêt
transformés annuellement au Québec. On parle d'une grande stratégie que le Québec devient de la batterie de l'Amérique du Nord avec les métaux stratégiques, encore là que le Nord du Québec peut offrir. Ça prend un minimum d'humains pour assurer une faculté à l'échelle du Québec d'avoir ce moteur de génération de PIB. J'allais vous interrompre parce que vous êtes parti sur un élan, puis je comprends que vous parlez avec cœur et conviction, puis personne ne va vous le reprocher. Vous m'avez donné, parce que j'allais en parler plus tard, un exemple de réussite. C'est quand même pas banal, 60 familles philippines à Chibougamau. Justement, et je vais demander quand même assez brièvement, là, vous allez, pour attirer des gens comme ça, et au niveau collectif, là, pas simplement au niveau d'une entreprise, qu'est-ce qu'on peut mettre devant qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur comme incitatif, comme avantage? Vous devez vous démarquer. Qu'est-ce que vous avez comme argument? En fait, ces réponses-là doivent répondre à un diagnostic et c'est le diagnostic ici qui fait foi de tout. A-t-on besoin au Québec d'avoir un strict minimum d'occupation du territoire nord-québécois? A-t-on besoin d'un strict minimum de services? Si tel est le cas, effectivement, ça prend une meilleure réponse aux besoins du marché du travail qui est adaptée à cette fragilité-là. Et pour aller chercher des gens comme ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment les convaincre? Que ce soit des gens à l'échelle du Québec ou à l'international. Et ce matin, avec justesse, M. Vézina, vous référiez à ce marketing régional qui émerge aux quatre coins du Québec. Ça devient un peu une cacophonie. Et on a fait le constat au bout de 10 ans, 15 ans d'initiatives compétentes en cette matière-là, que nous n'avions pas la force et le poids relatif dans le nord du Québec pour jouer du coude avec des régions voisines, avec d'autres régions du Québec, et que c'était stérile, tout ça. Donc, première chose, on parle aux individus. On parle aux individus un par un, avec une approche là, extrêmement ciblée et segmentée aux aspirations personnelles, professionnelles et financières de chacun des individus. Comme employeur et comme communauté, on doit répondre à ces aspirations-là et s'y adapter vraiment au cas par cas et non pas avec une offre là, largement intégrée. Global. Alors, je vais aller du côté de Charles qui nous écoute vraiment attentivement et j'allais dire patiemment. J'allais vous demander, vous pouvez regarder ça encore d'une façon plus large, mais j'aimerais ça que coup sur coup, si vous étiez capable de parler de l'argumentaire qu'on peut développer pour justement aller convaincre des gens de s'installer au Québec. Et quand je dis au Québec, c'est ailleurs qu'à dans la grande région de Montréal, en bonne partie. Et est-ce que vous avez en tête, là, on vient de parler de Philippins à Chibougamau, vraiment, là, ça m'épate, vous-même des exemples ou un exemple qui vous apparaît particulièrement significatif et éloquent? Charles. Je pense qu'un des éléments qui fait qu'il n'y a pas une régionalisation suffisante, c'est beaucoup de la méconnaissance de la part des personnes immigrantes, des opportunités qui existent à l'extérieur de Montréal. Alors, c'est pas un désintérêt. Quand on ne connaît pas quelque chose, c'est difficile d'avoir une opinion. Alors, ce qui est important, puis en passant, le MIFI, le ministère de l'Immigration, je pense, le fait bien, puis il y a des programmes pour le faire, c'est-à-dire de faire une régionalisation plus directe de l'immigration. Donc, de prendre des personnes intéressées, exemple, je sais pas moi, au Maghreb, et de leur faire connaître avant qu'ils viennent au Québec des possibilités à Rimouski, à Val-d'Or, à La Tuque, plutôt que de faire ce qu'on appelle une double immigration. Donc, parce que dans le fond, quand on part de Rabat, exemple, qu'on arrive à Montréal, puis qu'on part de Montréal, qu'on s'en va à Rimouski ensuite, il y a un double déracinement. Parce que les gens arrivent ici, se disant, il y a une communauté, il y a une diaspora, donc ça va être plus facile pour moi. Puis finalement, se rendre compte que les emplois plus intéressants sont peut-être en région ou en tout cas ailleurs. Et là, ils doivent faire ce processus-là 2 fois, alors que s'ils connaissaient la situation, ils pourraient le faire. Alors, il y a un travail à faire de ce côté-là, de mieux faire connaître. Ensuite de ça, c'est un peu le parallèle de la grande séduction, là, pour ceux qui se rappellent du film. C'est-à-dire que c'est aussi à la communauté à se rendre attrayante pour des gens de culture et de background différents. Alors, nous, puis René connaît bien le programme. On a un programme à la Fédération avec le ministère du Travail qui s'appelle Un emploi en sol québécois, où justement, on vient mettre en valeur les régions pour les personnes immigrantes qui souvent sont à Montréal. Et dans le temps, avant la pandémie, on amenait ces gens-là physiquement dans une région. Alors, on louait un autobus, on partait à Saint-Georges-de-Beauce, exemple. Les employeurs rencontrent des personnes immigrantes intéressées pour des emplois dans la région. On mange dans un restaurant de la région. On en profite pour visiter l'aréna, la garderie, l'école. Donc, pour que les gens s'imaginent avoir une vie dans une autre région. Alors là, maintenant, on le fait plus de façon virtuelle. Les régions font des vidéos
sont fort intéressants aussi, puis qui mettent bien en valeur les avantages de la région. Alors, c'est de deux côtés, là. Il y a une partie d'information puis de formation sur qu'est-ce qui est possible au Québec. Puis après ça, ben, il y a la communauté à faire une job de vente aussi pour se rendre attrayante pour des gens qui ont l'opportunité d'aller dans plein d'autres régions finalement. Parce que là, le rapport de force est un peu inversé, il faut quand même le reconnaître. Et avant d'aller à Marc Hardy, qui, à défaut de se connecter, nous envoie un exemple de réussite très intéressant que je vous décrirai un peu tout de suite après. Charles, est-ce que vous avez un exemple? Vous avez parlé de la tube, vous avez parlé de La Grande Séduction. Je le rappelle, La Grande Séduction, c'est ce film, ce magnifique film où on voit des gens d'une communauté de la Basse-Côte-Nord. Évidemment, c'est une fiction qui se mène vraiment en cap, qui sort ses plus beaux atours pour convaincre un médecin de venir s'installer chez eux parce qu'ils ont absolument besoin d'un médecin pour être en mesure d'accueillir une entreprise qui viendrait chez elle, mais qui ne viendra pas tant qu'on ne peut pas garantir la présence d'un médecin. Et en passant, c'est en train de devenir une pièce de théâtre. Mais oui, j'ai vu ça. Mais oui, il y a quelques jours. Alors, oui, bref, un exemple parmi d'autres qui vous semble intéressant, de une forme d'intégration ou de vous. Je pense dans le cadre d'un emploi sur le Québécois, on a des gens, entre autres, de l'Afrique subsaharienne qui sont venus, qui ont appliqué sur des emplois dans la région de la Saint-Hyacinthe. Un poste d'entrée chez Desjardins et la personne, après 8 ou 10 mois, a été promue et maintenant, elle est gérante d'une succursale à la Caisse Desjardins. Alors, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais pensé de sa vie aller vivre à Saint-Hyacinthe. Puis bon, Saint-Hyacinthe, c'est peut-être pas très loin de Montréal, mais il y a des histoires comme ça où les gens prennent un pari un peu de s'aventurer dans quelque chose de différent, puis continuent de prospérer. Alors ça, c'est un bel exemple qu'on a. Je vous parlais de la TUC tout à l'heure. On a plein de gens qui sont allés justement travailler dans le secteur manufacturier de ce côté-là et ça s'est bien passé aussi, tellement que la Mauricie a quand même des enjeux de pénurie de main-d'œuvre qui sont moindres que d'autres régions. On pourrait faire une analyse de ça, là, mais il y a des régions qui s'en sortent mieux que d'autres. Alors, est-ce que ça a trait à leur secteur d'activité? Est-ce que ça a trait justement à l'attrait que peut avoir les communautés? Donc, il y aurait une étude à faire probablement là-dessus. C'est intéressant. Je rappellerai que pendant des années, le maire de Amos s'appelait M. Chérubin. Il arrivait, si je ne me trompe pas, d'Haïti, ce qui n'était quand même pas banal. Effectivement. Il était d'ailleurs très, très apprécié. Avant de passer à Marilyn Gravel, je vous lis ce texte que nous a fait suivre Marc Hardy en disant un exemple de réussite. Marc Hardy, je le répète, qui aurait dû être avec nous, mais des problèmes de branchement technique, qui est directeur général de la SADC Barreau de Sainte-Terre-Quévillon, qui nous raconte ceci, un exemple de réussite. Le premier nom qui m'est venu en tête instantanément, c'est mon ami, l'ami de tous, Ben Assouna. Il est tunisien d'origine. Il a d'abord immigré à Trois-Rivières. Il a ensuite déménagé dans les années 1980 à Lebel-sur-Quévillon. Il était un des premiers immigrants à venir s'installer dans le nord du Québec. Il est souvent interpellé par des journalistes pour raconter son histoire, que ce soit Le Devoir, La Presse, Le Soleil, des équipes de télévision régionales et provinciales. Il dit « J'arrête ici parce que vous pouvez facilement connaître son histoire en allant sur Internet et taper Immigration à LSQ, Lebel-sur-Quévillon. Je lui ai parlé en fin de semaine et une des phrases que j'ai retenues, parce qu'il parle beaucoup, c'est, je cite, « Les gens de l'extérieur sont heureux dans leurs ignorances. » Et voilà. Alors, merci, M. Hardy, quand même, pour cette participation. Madame Gravel, à votre tour, vous voyez des avantages, des incitatifs à mettre de l'avant et peut-être un exemple, justement, de réussite que vous avez pu observer dans vos fonctions. En fait, puis je pense, indépendamment que ce soit de la migration ou de l'immigration, je veux dire que peu importe la personne d'où elle vient, je pense qu'en quelque part, les incitatifs, c'est de faire reconnaître qui on est. Au même titre que, si je fais une comparaison au milieu de travail, il y a des gens qui vont prendre la décision de travailler dans des milieux communautaires, dans des milieux privés ou dans des milieux publics, qui sont des choix de vie relativement uniques. Ça va avec le tempérament, ça va. Mais décider de venir vivre dans des petites communautés qui, l'une par rapport à l'autre, sont très éloignées. Parce que, si je voulais aller passer la fin de semaine à Chibougamau, c'est quand même à 4 heures de route de chez moi. Donc, d'une municipalité à l'autre, c'est quand même très éloigné. Et donc, la décision je pense que les gens qui doivent venir s'installer ici, c'est des gens qui ont envie de s'installer dans des milieux communautaires. Il y a énormément d'avantages. On peut parler de vivre dans la nature, etc. Mais il y a aussi des réalités
qui peuvent faire en sorte que ça va apporter un frein à certaines personnes. Je pense que un peu comme tout bon vendeur, il faut être réaliste, il faut qu'on attire les gens qui vont être bien dans leur identité ici, qui vont correspondre à ce que le nord du Québec est. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui vont se faire, beaucoup d'organismes qui vont aider à cette préparation-là. Je veux dire, puis au nord du Québec, ben, l'hiver est un petit peu plus hiver qu'à Montréal. On va s'entendre là-dessus. Nous, on a déjà de la neige au sol. On n'a pas encore les bancs de neige, mais je veux dire, l'hiver dure plus longtemps qu'ailleurs. Il faut le savoir. Il faut le savoir, l'hiver peut être plus froid qu'ailleurs, il faut le savoir aussi. Donc, je vous souligne que je suis à Trois-Rivières, au moment où je vous parle, moi, puis c'est blanc partout, là. Alors, ben, c'est bien. C'est pas juste le nord du Québec. Je vous laisse continuer, mais j'aimerais ça aussi que vous puissiez glisser un exemple de réussite à travers tout ça. Oui, bien, en fait, moi, dans le cadre de mon travail, j'encourage beaucoup de projets là, sociaux et ce genre de choses-là, entre autres, et dans chacune des communautés, chacune des municipalités, il y a eu des belles réussites, entre autres à Lebel-sur-Quévillon. Il y a une fiesta interculturelle, en fait, qui est reprise à chaque année où près des personnes de près de 10 pays différents vont se retrouver puis faire découvrir leur culture aux autres, puis ils vont faire des spectacles, des activités artistique et ce genre de choses-là. On va avoir aussi, on a aussi pour aider les entrepreneurs qui font venir, il y a toutes sortes d'organismes qui se mettent en place, en fait, et même les municipalités qui vont mettre beaucoup d'efforts à l'accueil des nouvelles personnes qui sont ici. On va parler de tentatives là, de faire du compagnonnage avec les différents nouveaux arrivants. Donc, on pourrait nommer plusieurs noms, mais il y a des gens qui sont installés et qui ont développé une identité nordique là, maintenant, et ça, peu importe l'origine. Là. Donc, il y a des belles réussites. Vous êtes déjà en train de répondre à la question que j'allais vous poser, qui était, est-ce que les milieux locaux sont convaincus de l'urgence d'agir? Avec ce que vous me dites, ça semble... Parce qu'il faut faire attention, hein? Il y a souvent des efforts qui sont déployés, mais il y a souvent un peu, je ne dirais pas de résistance, mais un peu d'apathie, hein, ou d'indifférence. D'après ce que je vois, si vous me parlez de cette fiesta, ça ne se fait pas tout seul, là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui embarquent avec tout ça. Tout à fait. Mais assurément que les gens du milieu sont tout à fait sensibilisés. C'est une inquiétude et ça fait partie des priorités régionales là, que de répondre à l'urgence du déclin de notre bassin démographique. Là. Donc, assurément. Mais je peux me permettre de dire, Vézina, c'est hyper important sur cette question-là. Ça va au-delà des communautés et des instances et des gens dont c'est le métier. Dans les usines, sur le plancher des vaches, les travailleurs, les opérateurs, les journaliers qui voient de nouveaux collègues issus de l'immigration débarquer, les accueillent à bras ouverts parce que la survie de leur entreprise, la pérennité de leur entreprise, dépend désormais de l'apport de ce renfort-là. Donc, il y a une réceptivité absolument nouvelle et inédite où on n'a pas le choix de réussir ensemble. L'apport de ces nouveaux collègues-là est critique à la pérennité de nos organisations. Et je vous le dis, les journaliers, les opérateurs, les gestionnaires, les chefs d'équipe ont tous le même rapport ça va au-delà d'un accueil. Il est ici question d'une reconnaissance, mais vraiment très, très, très sentie des gens en usine à l'égard des candidats issus de l'immigration qui viennent sauver leur job à eux et leur assurer un avenir. On est dans cette dynamique-là. C'est particulier ce qu'on vit ces jours-ci. Charles, autrement dit, l'expression voleur de job, c'est devenu des sauveurs de job. Hein? C'est un peu ce qu'on peut comprendre avec les gens qui arrivent en renfort. Charles Milliard. En fait, c'est certain que c'est des contributeurs, en tout cas, au développement économique. Là. On est vraiment dans une autre dynamique. Puis, si ça permet aussi d'avoir une plus grande diversité socio-culturelle au Québec, mais ça aura peut-être pris une situation comme ça pour ouvrir aussi certains, je vais pas dire certaines régions, mais certains secteurs, en tout cas, à une plus grande diversité. Ça demeure une occasion d'apprentissage importante, je pense, pour plusieurs communautés partout au Québec d'accueillir plus de personnes immigrantes. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Alors, on n'est vraiment plus dans la même dynamique. Mais encore une fois, il faut que, pour avoir un plus grand bassin, il faut que les gens puissent obtenir leurs fameux papiers officialisés qui sont maintenant des résidents permanents ou qui ont un certificat de citoyenneté, de certificat de sélection du Québec.
Et donc, c'est pas seulement un dossier québécois, c'est un dossier fédéral parce qu'on le sait en ce moment, ce qu'on a comme problème, tu sais, dans le tuyau, moi, je considère qu'on a un problème à l'entrée du tuyau, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de gens qui rentrent, mais le tuyau est bouché à cause des délais de traitement au fédéral. Alors, il sort rien au bout. Fait qu'on aurait beau mettre 100 000 personnes, s'ils ne s'en traitent pas beaucoup au Québec en ce moment, à cause du côté opérationnel au niveau fédéral, on n'est pas plus avancé. Je sais qu'on le répète souvent, mais je vais me faire plaisir, je vais leur dire encore. Une personne immigrante au Québec aurait le temps de faire 4 fois le processus si elle était dans une autre province avant d'être acceptée. Ça prend 4 fois plus de temps. Puis je vous rappelle, puis c'est pas valide dans tous les secteurs, puis le ministère aime pas ça quand je donne cet exemple-là, mais il reste que l'Ontario, c'est à 45 minutes de Montréal. C'est pas à 3 heures d'avion, c'est à 45 minutes de Montréal. Alors, il y a des gens, des fois, qui en ont jusque-là et qui le font le 45 minutes puis qui vont tenter l'expérience ailleurs. Je ne sais pas si Frédéric a envie de commenter là-dessus. Je vois... Ben, c'est un complément, en fait, et qui est lié aux travaux de ce Conseil régional des partenaires du marché du travail. Mais si les employeurs du nord du Québec étaient plutôt dans le giron de Montréal international et de Québec international, que les employeurs prenaient leur avenir en main, identifiaient un candidat provenant de l'immigration, ben, ce candidat sélectionné pourrait, en étant à Québec ou à Montréal, être dans un délai de 10 jours présent au Québec pour contribuer à l'avenir au quotidien même de ces organisations-là. Puisque nous ne sommes ni à Québec ni à Montréal, à l'évidence, nous n'avons pas accès à cette voie rapide de traitement des dossiers de candidats d'immigration qu'une entreprise va chercher à l'étranger pour répondre à un besoin économique stratégique au Québec. Et ça fait partie clairement des moyens très, très, très concrets pour lesquels on a levé la main pour dire, écoutez, peut-on engager une conversation là-dessus? On parle de 50, 60, 100 candidats maximum par année qui pourraient requérir cette voie rapide, mais qui ferait une différence de stabilisation de toute la structure économique et démographique du nord du Québec qui serait critique. Madame Gravel, qu'est-ce qu'on peut envoyer comme message au gouvernement avec un S, mais compte tenu de ce que Frédéric et Charles Milliard viennent de dire, pour recevoir l'appui, pour avoir un appui plus concret, un appui plus décisif dans toute cette démarche d'inclusion, j'allais dire, là, de gens qui pourraient venir en renfort. J'imagine que c'est pas dire que vous y pensez, là, mais qu'est-ce qui serait essentiel? Non, mais compte tenu de la nature de mon organisation, dans le cadre de mes fonctions, je laisse mes collègues panélistes répondre à cette question. Je ne vais pas m'avancer. Vous ne voulez pas vous mouiller. Mais quand même, indépendamment du fait que on va laisser faire le lobby puis que vous pourriez faire, mais dans le contexte actuel, est-ce que vous percevez, vous, qu'il y a des délais, de l'attente, de l'impatience même qui peut je vais aller au-delà. Je peux vous parler d'un exemple concret là, sur le territoire. Par exemple, une équivalence de permis de conduire pour une personne immigrante. Saviez-vous que, puis là, je sors un peu du gouvernement, comme ça je peux me permettre de répondre. Bon, on va parler de la SAAC qui donne ces équivalences-là. Alors, la SAAC la plus près, admettons, de Chibougamau va se retrouver à Val-d'Or, n'est-ce pas? Mais pour aller chercher cette équivalence de permis-là, il faut que les immigrants se déplacent jusqu'à Jonquière pour aller chercher l'équivalence. Et donc, une personne immigrante qui arrive en région, qui n'a pas accès à un véhicule parce qu'elle n'a pas de permis valide, doit se déplacer, faire un aller-retour d'au moins 8 heures pour aller chercher son équivalence de permis. Ce sont des problématiques. Donc, si je reviens, pour tenter de répondre au mieux à votre question, nous sommes au fait des problématiques, nous sommes au fait aussi que nous avons une situation très, très, très particulière vu notre éloignement. Et effectivement, là, il y a des discussions et de la concertation et toutes ces personnes-là, on tente de mettre là, de l'avant les problématiques pour tenter de les régler et on y va par priorité. Mais voilà, donc je pense que de part et d'autre, que ce soit la région, que ce soit les gouvernements, les priorités ne sont pas nécessairement aux mêmes endroits. Donc, il va falloir trouver le moyen de s'arrimer en fonction des priorités de chacun. Mais là, c'est un exemple pratiquement douloureux que vous venez d'offrir. C'est-à-dire que vous débarquez, vous avez besoin d'une équivalence pour conduire, vous devez vous rendre, c'est 4 heures de route pour vous rendre au centre de service, mais pour vous rendre au centre de service, il faudrait conduire et vous n'avez justement pas le papier que vous allez chercher. Alors, tu sais,
on n'en sort plus. Là. Ça prend des gens qui sont dévoués ou généreux pour vous servir de chauffeur pendant ce temps-là. Mais c'est là où est-ce que la beauté des organismes qui se mettent en place dans la région pour accompagner les personnes immigrantes, je veux dire, on a des belles, c'est ce que je voulais mentionner tout à l'heure, on a quand même des belles réussites, mais encore est-il que le manque de ressources, le manque d'humains fait est-ce qu'on arrive réellement à répondre à tous les besoins des personnes immigrantes qui arrivent ici? Malgré la bonne volonté, ce n'est pas toujours le cas. Frédéric, je reviens à vous. Là, on vient de l'exposer noir sur blanc, puis avec des exemples très quotidiens, terre à terre. Là. On ne parle pas là, de promettre le ciel. C'est est-ce que je peux avoir un permis de conduire? Puis, étant donné les distances, c'est relativement important. Ouais, ne pas dire plus. S'il n'y a pas cet effort, s'il n'y a pas des résultats, si on ne parvient pas à briser cette impasse dont vous aviez parlé, qu'est-ce qui attend la région autrement? Ben, c'est pas le déclin tranquille, c'est le déclin violent. Puis c'est pas de la rhétorique et c'est pas de l'enflure verbale. Et c'est ce qui fait que, tu sais, ce matin, vous parliez de Louis Hébert. Moi, je peux vous parler d'Adrien Véraud, mon grand-père paternel, qui faisait partie des colonisateurs de Beaucanton, qui est dans la portion sud-ouest de la région nord du Québec. On a dans le nord du Québec encore une proximité de ceux qui ont bâti, qui ont défriché la région. Et on a encore cet esprit-là de bâtisseur, mais aussi cet instinct de survie, parce que des embûches à la vie dans le nord du Québec, il y en a quelques-unes. Et donc, c'est donc cette espèce de cohabitation de bâtisseurs et d'instinct de survie. Ben là, ça a embarqué sur ces questions-là relatives à la main-d'œuvre et à cette impasse démographique. Donc, on ne peut juste pas l'envisager. Et c'est ce qui fait qu'on est vraiment les manches retroussées. Puis ce matin, vous avez aussi parlé de main-d'œuvre autochtone, la main-d'œuvre de la Nation Crie qui explique ce relèvement de la démographie sur l'horizon 2021-26. Évidemment, on a une cohabitation avec les communautés cries. Vous parlez de ces deux exemples fort inspirants dans le secteur minier. Mais le secteur minier, à la différence des communautés de la région de la baie James, facilite le recrutement de la main-d'œuvre autochtone de manière très, très, très concrète. Et ça nous amène à la question de la fiscalité, M. Vézina. Un travailleur crie qui va contribuer à l'exploitation de la mine Renard, qui va contribuer à la valorisation du gisement Éléonore, va avoir une rémunération qui ne sera pas imposée à l'instar de ce qu'il aurait en demeurant dans sa communauté. Or, le même travailleur CRI qui vient soutenir les besoins de main-d'œuvre à Matagami, à Lebel-sur-Quévillon ou à Chibougamau, avec la proximité des communautés là où elles sont situées, va devoir renoncer donc à cet intérêt-là de travailler sans être imposé tel que ce serait permis dans un gisement minier. Donc, il y a du deux poids, deux mesures au plan de la fiscalité pour l'incitation des CRI à venir contribuer à la vitalité économique et aux besoins du marché du travail. Ça fait là aussi partie des solutions concrètes identifiées par le Conseil régional dans une conversation avec le gouvernement. Et Marilyn était dans une position inconfortable à ne pas faire de la politique, mais son président et moi qui co-présidons cette démarche démographique, on peut se permettre d'en faire un petit peu. Mais il y a une réceptivité vraiment au gouvernement du Québec. Monsieur Legault, on a lancé ce cri du cœur au début de l'été. M. Legault est venu lui-même dans le nord du Québec au mois d'août et il reprenait pratiquement mot pour mot ces éléments-là parce que l'alternative à l'immigration qu'on se doit de réussir, c'est quoi? C'est le navettage et le navettage est un cancer de compétitivité, une catastrophe d'émissions de carbone inutile pour le déplacement de travailleurs. Ça fait augmenter les coûts de façon ridicule. Donc, on n'en veut pas. Les employeurs n'en veulent pas, les communautés n'en veulent pas du navettage, ben, l'immigration demeure notre réponse la plus compétente et on n'a pas le choix de la réussir. Et Charles, je vois opiner, là, parce que c'est de la musique à vos oreilles. Là. Vous êtes là-dedans, vous faites des démarches, vous en faites de la représentation. Vous venez de déclencher cette offensive, là, vous l'avez dit, une douzaine de jours de la mise à jour budgétaire du gouvernement du Québec. On devrait avoir de bonnes nouvelles, d'ailleurs, à un moment donné, paraît-il. Cet effort-là qu'il faut déployer, l'option, j'allais dire l'alternative, si on s'y prend mal, si on ne réussit pas, qu'est-ce qui nous attend? Si on s'y prend mal, tu veux dire si on... Si on ne réussit pas, là, si on continue à termoyer, puis Ouais. à parler de délais, là, c'est quand même incroyable. Là, des délais encore une fois, pour faire la boucle avec ce que j'ai dit au début, il y a d'autres leviers qu'il faut continuer d'activer, puis le gouvernement le fait bien quand même. Je pense à la requalification de la main-d'œuvre, donc d'inciter des gens à suivre des formations pour
se rendre éligibles à d'autres types d'emplois. Ça, c'est bien. D'avoir des mesures fiscales aussi qui permettent aux entreprises d'investir en innovation, donc pour augmenter la productivité. Mais c'est pas des choses qui règlent la pénurie de main-d'œuvre du jour au lendemain, là, de s'acheter une nouvelle machine, puis ça fait en sorte qu'on a moins de gens qui vont devoir travailler parce qu'on a automatisé nos processus. Mais ça se fait bien. D'autres choses aussi, surtout au niveau fiscal, dans le cadre d'une mise à jour économique, c'est de rapprocher des travailleurs qui sont éloignés du marché du travail en ce moment. Donc, on en parle beaucoup, les travailleurs expérimentés. Donc, pourquoi il n'y aurait pas des mesures fiscales concrètes qui incitent des gens, par exemple, de plus de 62 ans, à revenir une journée ou deux sur le marché du travail? Parce que en ce moment, certains font le calcul que ben, finalement, ça va presque leur coûter de l'argent d'aller travailler une journée ou deux de plus parce que fiscalement, ils sont perdants. Fait qu'ils se disent, ben, finalement, je vais aller jouer au golf ou je vais rester avec mes petits-enfants puis j'irai pas travailler. Mais une journée ou deux par semaine dans un restaurant, dans un commerce de détail, dans une chaîne de montage, ça peut faire une bonne différence. Alors ça aussi, c'est intéressant. Les personnes en situation de handicap aussi. Les membres de la diversité culturelle, tu sais, dans certaines régions, on peut penser que c'est peut-être pas maximisé. Fait qu'il y a ça aussi qui existe. On a beaucoup parlé de l'immigration parce que c'est le principal point où on a peut-être un petit désaccord là, entre le milieu des affaires et les politiciens. Mais les autres mesures avancent quand même rondement aussi. Mais il n'y a pas de miracle du jour au lendemain, ça c'est bien certain. Je vais faire un dernier tour de table avant qu'on se quitte parce qu'on arrive tranquillement vers 11h30. C'est le moment où on est supposé terminer. Je vais commencer avec Marilyn Gravel. J'allais dire quelques mots de conclusion, mais je pourrais dire un souhait, un vœu dans l'ensemble de ce débat-là. Et je vous rappelle que le salon va se dérouler pendant quelques jours, du 15 au 18 novembre. Et là, il y aura plein de conférences cet après-midi de différentes organisations qui ont les deux mains dedans. Là, on sert finalement, nous, de déclencheur avec ce panel, mais là, on n'ira plus dans le détail. Mais avant d'y arriver et en terminant, j'aimerais ça vous entendre sur ce que vous entrevoyez, ce que vous pouvez souhaiter pour l'avenir de votre immense région, dont on a parlé qu'elle est déjà assez grande. Marilyn Gravel. Bien, je vais parler un peu de mon expérience personnelle. En fait, moi, je suis native de Montréal et j'ai pris la décision de venir habiter en région l'année passée, donc pendant la pandémie. Et dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu à concerter, j'ai eu à coordonner, et je vais reprendre ce que M. Véro a dit plus tôt. Je pense qu'en quelque part, là, je ne veux peut-être pas m'avancer trop, mais il y a le terme bâtisseur et le terme survivant est quelque chose que je vois depuis que je suis arrivée ici. Et je pense que peu importe ce qui se passe, la région va être capable de se mettre en branle, puis de continuer à bâtir, puis de continuer à survivre. L'historique de la baie James a eu des hauts et des bas, des moments plus difficiles parce que, étant donné qu'on est dans une économie d'exploitation avec les mines, avec la foresterie, on dépend un peu du marché et des ressources. Donc, il y a eu des cycles. Et la baie James, où chacune des municipalités a toujours su se relever. Pas toujours facilement, mais a toujours su se relever. Et je pense que les gens qui sont en place sont suffisamment passionnés pour s'assurer que la baie James va rester debout puis longtemps. Eh bien, merci pour ce pep talk. Je suis certain que ça a touché bien des cordes sensibles. Charles, hier. Ben, écoutez, moi, comme je vous mentionnais, là, je pense que c'est un travail de collaboration entre les milieux d'affaires et les milieux politiques. C'est un dossier que la communauté d'affaires ne peut pas régler tout seul parce qu'elle n'a pas le pouvoir de le faire. Puis c'est un dossier que les politiciens ne peuvent pas régler tout seul parce que si les entreprises collaborent pas, ben, il se passera rien. Fait que c'est vraiment une danse à deux en ce moment, là, de régler la pénurie de main-d'œuvre. Alors, des fois, on se parle par communiqué de presse interposé. Des fois, il y a un peu d'animosité, mais globalement, je pense que tout le monde veut que le Québec s'en sorte un peu mieux que les autres. Et, tu sais, on en a encore pour un petit bout, là. Dans certains secteurs d'activité, ça risque d'être difficile de revenir à une normalité rapidement. Mais si on prend chacun des leviers un par un, puis qu'on les actionne les deux ensemble, je suis quand même assez confiant. Et quand on était dans le pire de la pandémie, on se disait que la relance allait être très, très difficile. Puis les chiffres le montrent, hein, que pour plusieurs secteurs d'activité, ça a quand même été une source de profitabilité, mais d'émancipation aussi pour les secteurs. Alors, il faut rester positif, mais il faut travailler ensemble. Pour moi, c'est évident. Bien, merci beaucoup. Et le mot de la fin, Frédéric Véro, les collègues ont mis la table.
Absolument. Et les collègues, par ailleurs, et les groupes économiques font un travail qui est, avec le gouvernement du Québec, qui est extrêmement constructif pour soutenir les besoins historiques que la pénurie de main-d'œuvre apporte. Mais ce travail-là conduit à des médicaments, à des remèdes, à des solutions un peu générales comme la pénicilline, comme l'ibuprofène et l'acétaminophène peuvent l'être. Et tout ça est pertinent à l'échelle du Québec. Mais dans le cas du nord du Québec, il demeure nécessaire de reconnaître la particularité, la sensibilité et les besoins donc uniques du nord du Québec. Et ils ne sont pas pour le nord du Québec, ces besoins-là. Ils sont dans l'intérêt du Québec parce que le nord du Québec, avec ses quelques 20 000 Jamésiens, fait quand même une différence de plusieurs milliards de contributions au PIB du Québec et à la balance commerciale du Québec. Alors, pour continuer à jouer ce rôle de moteur de vitalité économique du Québec, il ne faut pas oublier, dans la parenthèse, le petit volet spécial de cette petite région fragile. Nos devoirs sont faits au plan technologique, au plan de l'automatisation, mais il y a une composante humaine à laquelle on n'échappe pas. Donc, c'est le défi qu'on a à relever. Je pense que les gens sont réceptifs. On se parle au sein de la région comme on ne s'est jamais parlé. Alors, ayons espoir qu'on réussira dans les prochaines semaines, parce que ce n'est pas dans 4 ans, mais dans les prochaines semaines, on réussira ce défi qu'on a relevé. Eh bien, merci beaucoup. Et je rappelle, je pense que vous avez une bonne image en parlant de moteur économique. Vous auriez pu parler de locomotive, c'est-à-dire que le succès ou la réussite du nord du Québec va rejaillir sur l'ensemble de la collectivité au Québec. Et je pense que c'est pour ça qu'on a tout intérêt à ce que ça fonctionne chez vous. Alors, je vous remercie, Frédéric Véraud, qui est entre autres président du Conseil régional des partenaires du marché du travail, Marilyn Gravel, qui est conseillère en développement à l'administration régionale Baie-James, Charles Milliard, qui est président PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et accessoirement, même si on n'a pas eu la chance de le voir, il y a Marc Hardy, qui est directeur général de la SADC Barreau de Sainte-Terre-Quévillon, qui nous a donné ce bel exemple de M. Ben Assouna. On aurait aimé en entendre davantage, mais bon, c'est les joies et des fois les misères des webinaires en hybride qu'on appareille tranquillement à apprivoiser, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, je vous remercie beaucoup, messieurs, madame. Je remercie aussi José Reyes, qui est celui qui est à l'origine, qui est à la base de ce Salon Talent International, qui en est à sa 3e édition, qui va avoir d'autres éditions, parce que vous voyez toute l'effervescence que ça crée. Hein, ça a été très pétillant comme panel, si je peux m'exprimer. On se quitte donc à retour à 13 heures pour une série de conférences d'une demi-heure. La première sera présentée par Mme Catherine Lagacé, qui est la directrice du développement économique de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été avec nous. J'espère que pour vous, ça a été aussi enrichissant et instructif que pour un journaliste. Moi, j'ai pris plein de notes, vous me nourrissez, puis en plus, je suis tombé dans la palle, alors je n'aurai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Alors, merci infiniment et je vous souhaite à tous une bonne pause sur l'heure du midi. Allez, au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.